Est-ce que tu commences? Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Oh, plus fort, on va parler un peu. ça va venir. Bon, d'abord, moi, je vais vous remercier aussi. Je vais vous remercier d'avoir d'être venu. Je vais remercier Monsieur Grammatica qui nous accueille si aimablement et évidemment Jean-Pierre Chénaud, le maire du Mesnil-Terribus, avec qui depuis quelque temps déjà nous travaillons, en tout cas nous réfléchissons à ce qui peut être, je crois, un pôle de développement culturel unique en Picardie. Alors voilà, nous allons vous parler de Marie Cassatt. Je dois dire que depuis que j'ai fait ce livre, il y a 2 ans, j'ai travaillé assez longtemps, 3 ans et demi, mais j'ai été très surpris de voir la dimension que prenait Marie Cassatt en France. Je crois que c'était une artiste méconnue, et pourtant, on va voir comment elle méritait de l'être. Je l'ai constaté parce que depuis 3 ans, les expositions, d'abord à Giverny, il y a 2 ans, mais aussi après en Écosse, en Espagne, en Italie, récemment au Japon, à Yokohama, puisqu'ils sont même venus ici pour nous interviewer, pour faire un sujet sur Marie Cassatt. J'ai été vraiment agréablement surpris de voir quelle dimension Marie Cassatt prenait, pas simplement en France, mais sur un plan international. Et donc, je n'ai pas regretté de l'avoir découverte, moi aussi, assez tardivement. Voilà, donc nous allons parler de Marie Cassatt. Je vais peut-être, puisque Jean-Pierre a bien voulu venir aussi, pour que ce soit un peu plus animé, moins monotone, pour me poser des questions embarrassantes, pas toujours embarrassantes quand même, non? On verra. Je crois que je vais lui donner la parole et on va commencer à évoquer Marie Cassatt. C'est pas sans une certaine émotion quand même, sans vouloir en rajouter trop, parce que au fond, cette réunion ce soir me rappelle cette conférence que j'ai eue au musée Clémenceau. Il y a, dans le cadre de Normandie impressionniste, pardon, puisqu'ils m'ont invité à venir faire une conférence au mois de juin, et que, comme vous le savez sans doute, beaucoup d'entre vous le savent, Marie Cassatt était une amie proche de Clémenceau. Et dans cette conférence, et dans cette maison, dans cette demeure de Georges Clémenceau, je me souvenais qu'un jour, Marie Cassatt est arrivée avec son amie Louisine Avemeyer, dont on va parler, pour acheter une toile qu'avait fait Édouard Manet de Clémenceau et qu'il voulait vendre. Et donc, c'est là qu'ils ont fait connaissance, elle qui le connaissait déjà depuis longtemps, on va aussi en reparler. Et j'étais quand même, comment dirais-je, oui, assez émotionné, quoi. Parce que je me disais, ils sont quand même venus là, comme Marie Cassatt était là, il n'y a pas tellement longtemps, dans le fond. Et comment, après avoir vécu 30 années, quand même, dans le château de Beaufresne, elle y est morte, et elle a été donc inhumée avec sa famille au Mesnil-Terribus. Voilà, Jean-Pierre, je te laisse poser des questions. Bonsoir. Merci de me passer la parole et je te la rendrai très bientôt. Alors, avant Marie Cassatt, l'Amérique et les impressionnistes, ou les impressionnistes et l'Amérique, ton livre, tu as écrit où tu as participé à 4 autres ouvrages dont les thèmes étaient plutôt politiques. Alors, je les cite pour mémoire. Les chants qui montent de la ville, Marcel Dassault ou les ailes du pouvoir. Vieille amie, ça. Émilien Amaury, la véritable histoire d'un patron de presse au XXe siècle. Et Ils ont fait la presse, qui est un ouvrage collectif auquel tu as participé. Avec Marie Cassatt, tu nous avertis d'emblée. Et là, je te cite. Ce livre n'est ni docu-fiction, ni biographie exhaustive, pas non plus les prémices d'un catalogue raisonné. Et tu parles ensuite d'une enquête.
alors j'en déduis que tu as quitté la politique et là tu te fais plaisir en faisant cet ouvrage. Et pour nous aussi d'ailleurs. D'autant plus si j'en crois la note d'auteur que tu écris, et je te recite encore, si je la trouve, qu'il semble que, oui, que ce livre réponde à une sorte de nécessité pour toi. Alors ma question, qu'en est-il exactement? Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche, s'il te plaît? Marie Cassatt, je ne la connaissais pas avant d'avoir été élu conseiller général de l'Oise. Et je ne vous dirai pas il y a combien de temps, ça fait très longtemps. Mais il se trouve qu'étant élu au conseil général, j'appartenais à la commission des affaires sociales et une association, le Moulin Vert, demandait des subventions comme les associations qui s'occupaient de causes humanitaires. Et un jour, je suis arrivé au château de Beaufresne et c'est la première fois que j'entendais parler de Marie Cassatt. Comme vous, j'aimais les impressionnistes, mais je n'avais pas du tout pris la dimension, évidemment, de Marie Cassatt dans ce mouvement extraordinaire. Et il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour que l'étoile en France étant relativement difficile sauf chez les particuliers et dans certains endroits dont on reparlera, était difficilement visible. Donc il a fallu un voyage, je raconte ça toujours. Nous sommes allés à Houston chez des amis et en visitant le Fine Arts de Houston, nous allions voir Roscoe, le grand, et sa chapelle célèbre. Ça n'avait rien d'un impressionniste. Et en visitant le musée, je tombe sur des toiles tendres et délicieuses d'enfants, de mères et d'enfants, dans des jardins. Et c'est pour le coup que ça avait une petite note impressionniste. Et ils étaient signés Marie Cassatt. J'ai dit quand même, j'ai jamais vu ça en France. Et puis, de fil en aiguille, j'avais terminé ma biographie du groupe du Parisien d'Emilien Amaury. Je me suis dit, mais au fond, Marie Cassatt, c'est quand même... je connais, c'est Méniltéribus, c'est l'Oise. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder, je vais m'y intéresser, non seulement de m'intéresser à son travail, mais m'intéresser aussi à sa vie. Peut-être que je vais découvrir des choses intéressantes. Et c'est ainsi que pendant 2 ans, comme tu dis, j'ai fait mon enquête. Car au fond, quand on écrit un livre, vous savez, ce qui est le plus intéressant, c'est quand même de faire une enquête, enfin, du moins une biographie. Et ça m'a amené à me déplacer, n'est-ce pas, beaucoup. J'ai été d'abord à Pittsburgh, où elle est née, j'ai été ensuite à Philadelphie, à New York, et puis dans l'Oise, j'ai fait des recherches et des découvertes. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question tout à fait, mais j'ai découvert d'abord quoi? Que Marie Cassatt était, au fond, pas née en France, mais que ses ancêtres étaient habités à côté de Rouen, qui s'appelaient les Cossards, et qu'ils étaient partis quand les dragonnades ont recommencé, que les protestants ont été chassés, et qu'ils sont partis vers la Nouvelle-France et qu'ils ont pris le bateau. Pas Jacques Cossard, le premier qui a quitté sa ville, sa région natale pour aller en Hollande, mais son fils ont pris un jour le bateau et sont partis, ont émigré aux États-Unis d'Amérique où ils sont arrivés. Et là, les Cossards ont fait souche et se sont, j'allais dire, orientés vers qu'on appelle toujours la Pennsylvanie, et puis au fur et à mesure des années, ils se sont appelés Cossards, Cassatt, là le nom a un peu changé, et c'est ainsi que j'ai découvert que Marie Cassatt était née à côté de Pittsburgh, c'est maintenant Pittsburgh, dans une petite ville qui s'appelait Allegheny, qui était la ville verte de Pittsburgh, et qui va être rapidement intégrée dans cette ville et dans cette région qui va devenir un des fleurons industriels des États-Unis d'Amérique.
et que Marie Cassatt a passé une enfance dans la même ville, on en reparlera, dans la même ville où était née Gertrude Stein, ça vous dira peut-être quelque chose, mais on en reparlera, et qui habitait en France, qui est devenue aussi une poète et amie des peintres, et puis les grands industriels, Carnegie, qui était Carnegie, le grand Carnegie, qui va devenir milliardaire, mais qui, au début, avant d'avoir été le roi de l'acier, faisait des travaux sur les routes. Enfin, c'est incroyable. Ou Fricks, qui lui était plutôt dans le whisky, non pas parce qu'il en buvait trop, mais parce qu'il en fabriquait. Et bref, dans cette ville d'Allegheny, on va le voir, sont nés un tas de gens qui, avec le frère de Marie Cassatt, qui va devenir lui aussi un grand industriel, vont être déterminants dans l'histoire qui va suivre. Alors, peut-être que ce qui serait peut-être bien tout de même maintenant, c'est qu'on passe un petit peu de photos pour fixer les idées. Alors, pourquoi un retour vers la France? Voilà un autoportrait de Marie Cassatt en 1872. Un grand retour pour la France, un long retour pour la France, pourquoi? Parce qu'elle revient en France très longtemps après son aïeul, évidemment, puisque son père, qui est une sorte de pas de banquier, mais plutôt de marchand de biens, et qui va beaucoup changer de demeure, qui va voyager en Pennsylvanie, va d'abord acheter une petite maison et une belle propriété tout de même à Hardwick, où elle va avec ses frères, parce qu'elle a son frère Alexander qui va devenir un grand patron industriel, elle a Gardner, elle a une sœur qui s'appelle Lydia, qui va jouer un rôle très important dans la vie de Marie Cassatt, Lydia qui prend le nom de cette petite fille qui a pris le bateau en 1670, je crois, quelques années avant, et on va suivre le nom dans la famille. Elle aura une sœur qui s'appellera Lydia, et puis, évidemment, ce petit Robbie qui va déterminer leur premier voyage en France, parce que ils habitent Philadelphie après avoir quitté Hardwick où ils étaient tout de même très bien. On ne sait pas pourquoi ils sont bons d'ailleurs, parce que c'était une propriété qu'elle adorait. Elle y cultivait, pas elle, mais ses parents, des roses qu'elle va continuer à aimer, à cultiver au Ménil-Terribus. Et ils vont partir en France parce que le petit Robbie est malade et qu'en France, eh bien, on peut soigner mieux à cette époque, dit-on, qu'aux États-Unis. Et c'est ainsi qu'ils vont une première fois en 1852, quand l'empereur Napoléon III fait son coup d'État, eh bien, ils vont arriver à Paris et rester là 4 ans. Alors on va continuer. Alors, je vais vous expliquer quand même un peu les images pour que ce soit un peu illustré tout ça. Ça, c'est l'affiche, j'allais dire, ou plutôt la signalisation où était la maison de Marie Cassatt à Pittsburgh. Je n'ai plus vu la maison parce qu'elle a disparu, mais j'ai photographié cette affiche. Alors, on va passer à une autre vue pour voir si on y arrive. Ça, c'est leur maison. Leur maison, lorsqu'ils vont habiter vers Philadelphie, alors c'était amusant parce que quand j'y suis passé, elle était avant. Alors il y avait une part. Voilà. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin. Ça, ça, c'était son frère, Alexander, qui n'a pas voulu vous regarder longtemps. Et là, on s'arrête. Parce que, à moins que tu aies d'autres questions à me poser avant sur ce point-là, mais... Moi, je veux bien. Tu veux bien? Alors, je vais quand même dire où on en est là. Oui. Bon. Marie Cassatt, donc, revient aux États-Unis. Car le petit Robbie, malheureusement, n'a pas pu être sauvé. Ils ont été en Allemagne consulter également des médecins et il est mort.
Donc ils repassent par Paris, ils repartent, et elle va grandir à Philadelphie. Elle va fréquenter tout de même les beaux-arts de Philadelphie, et puis un jour, elle va le dire à son père, à ses 16 ans, sonné, je ne sais pas si c'était le jour de son anniversaire, mais moi je veux être peintre. Et ça va être un drame, parce que à l'époque, la peinture pour les femmes, c'était plutôt l'aquarelle à 4 heures de l'après-midi quand on prend le thé. Et il lui a dit quelque chose d'horrible, il lui a dit « mais j'aime mieux que tu sois morte que que tu sois peintre ». Et ça a été une rupture, je pense, pas faire de psychanalyse à bon marché, mais ça a été une rupture véritable, qui a fait qu'elle n'a plus eu qu'une envie, c'est de partir. Et c'est ainsi qu'elle est partie, alors pour la seconde fois, elle est partie en France en 1865, c'était la fin de la guerre de sécession. Sa mère, qui était d'origine écossaise, mais qui parlait admirablement français, contrairement à son père, qui lui était français, si je peux dire, par ses ancêtres. Sa mère va, au fond, l'accompagner, elle va venir avec elle à Paris, et elle va commencer à rencontrer, au Louvre en particulier, tous ces peintres qui copient, parce qu'on copie pour apprendre à travailler la peinture, et déjà probablement se promènent dans ces longs couloirs du Louvre où on voit partout pas des échafaudages, mais comment ça s'appelle, des chevalets, merci, des chevalets où chacun apprend à copier, à dessiner, et déjà il y a probablement des Degas, des Berthe Morisot, Manet aussi, qui fréquentent, sans peut-être déjà s'être rencontrés, mais qui fréquentent le Louvre. Elle va être très séduite par tout ça, et puis elle va faire un petit tour ailleurs en France avec son ami Sartène, et là, elle va commencer à peindre, après avoir pris des cours avec Thomas Couture, en particulier, qui va rester son ami très longtemps, qui est un peintre académique, et elle va, pour la première fois, c'est pour ça qu'on s'est arrêté là, pour la première fois, elle va être acceptée au salon officiel. Ce salon officiel qui est vitupéré naturellement par la nouvelle vague, mais elle va peindre cette toile assez classique au fond, et elle n'a pas osé signer Marie Cassatt, parce qu'elle va avoir peur que ses parents ne soient pas contents, je ne sais quoi. Elle va signer du nom de sa mère, Marie Stevenson. Et voilà, donc c'est la première œuvre qui va tout de même faire en sorte que, malgré que son frère, à ce moment-là, dit « oh la pauvre, elle croit qu'elle va devenir célèbre », mais enfin, c'est pas grand-chose tout ça, elle va, pour la première fois, être exposée au salon académique. Alors, on va peut-être passer aux autres questions, quand même. Merci. D'abord, je rappelle à Monsieur le Président de l'association Marie Cassatt que la maison Marie Cassatt aux États-Unis est à vendre. Merci. Alors, tu nous as quand même beaucoup parlé de Marie Cassatt. On en est à je ne sais plus quel numéro de question, là. C'est pas grave. Mais est-ce que tu peux quand même nous parler d'elle plus spécifiquement, et peut-être en insistant sur sa formation? Parce que si je me souviens bien, et ça me paraît important pour la peinture, elle a suivi des cours d'académie, enfin de... Oui. Oui, quand elle arrive en France, j'ai dit un mot sur Thomas Couture, mais elle va justement, le voilà Thomas Couture. On reste sur cette image, parce que c'est important. Elle va prendre des cours avec Thomas Couture, qui d'ailleurs est né à Senlis, si j'ai bonne mémoire, et qui va beaucoup marquer son travail, et puis elle va s'en aller à Écouen. Où elle va rencontrer des peintres animaliers, et c'est là qu'elle va commencer à travailler aussi dans la nature. Elle va être en prise directe avec tous ces quelques peintres
car déjà les colonies de peintres se forment. Beaucoup, après la guerre de sécession, beaucoup de jeunes peintres américains viennent en France, et ça va être Pont-Aven, ça va être évidemment Écon, et ça va être Giverny, alors beaucoup plus tard, pas beaucoup plus tard, mais en tout cas de manière beaucoup plus importante. Et donc elle va travailler, et avec Thomas Couture, qui, je vous le rappelle, est exposé au Mudeau, hein, et ça vaut le déplacement. Il a cette toile qui a été réhabilitée, c'est pour ça que je l'ai mise dans le diaporama, est admirable, et cette salle vaut la peine d'être visitée. Mais donc c'était un ami de Marie Cassatt, et elle a eu plusieurs autres professeurs de peinture, mais je crois comment alors Jérôme, bon, elle a eu Jérôme, elle a donc pendant un moment appris à dessiner, à peindre avec les peintres dits académiques. Mais, et là on va peut-être passer à une autre période, c'est que chez Glaire, à ce moment-là, il y a ces gens dont on parlait tout à l'heure un peu, qui s'appellent Monet, Renoir, Manet, qui est au fond le premier subversif avec son Déjeuner sur Herbe. Manet, Basile aussi, ce peintre qui est tué en 70, et qui va être un grand ami de Marie Cassatt, et puis il va être comme elle, il a moins besoin d'argent que les autres, et il les aide. Tout ça, ils se sont retrouvés chez Glaire, et ils sont vent debout, j'allais dire, contre les peintres académiques. Ils sont même assez révoltés, et ce qui est extraordinaire, alors là je parle sous le contrôle des historiens d'art qui sont là, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils ne se connaissaient quasiment pas. Il y en a un qui venait de Havre, l'autre qui venait d'autre part, mais il se retrouve chez Glaire, chez ce professeur de Suisse où il faisait froid, je crois qu'il y avait un poêle qui chauffait mal, et ils vont tous se retrouver là et donner naissance quand même à ce qui va être une révolution picturale. Et Marie Cassatt, alors là on en vient à la manière dont elle a un professeur essentiel pour elle qui va être Degas. Alors si tu me poser d'autres questions sur ce plan-là. Je sais bien trouver, oui. Oui, donc elle a subi, enfin non subi, elle a été influencée par un grand nombre de peintres et des grands peintres, en fait. Hein. Et est-ce que, bon, donc c'est une femme peintre, et quelles sont, à son époque, les difficultés, justement, pour une femme à accéder à ce métier qui est essentiellement masculin, il faut le dire. Hein. Et est-ce que... non. Et est-ce que c'est à mettre en relation avec son féminisme, finalement, cette décision d'être femme peintre, et surtout de faire sa place? Je crois plutôt que c'est le fait de se battre pour être peintre qui l'a incité à défendre la cause des femmes, d'une certaine manière. Parce que ça, c'est évidemment très important dans sa vie. Elle va, bon, je parlais de Degas, mais elle va avoir des rencontres, avant de rencontrer Degas, car qu'est-ce qui va se passer? Quand elle produit et elle fait exposer sa première toile, elle veut continuer naturellement à peindre en France, mais ça va être la guerre de 70. Et la guerre de 1870, tu vas voir où je veux en venir, son père lui intime l'ordre de rentrer en Pennsylvanie. Elle va rentrer la mort dans l'âme, et donc au début elle va retrouver d'autres peintres américains qui sont venus en France, puisque c'était à l'époque, c'est un assez beau livre de Cohen-Solal qui dit « Un jour ils seront des peintres », parce que
les Américains, à cette époque, étaient totalement fascinés par la culture en France et par la qualité, justement, d'abord des peintres académiques qu'on enseignait à Pittsburgh comme à Philadelphie. Et donc, elle va revenir en 70, et puis elle va se dire, oh ben, je vais pouvoir revoir ces peintres, on va pouvoir retravailler ensemble. Et très rapidement, et ça va répondre à ta question, elle va être désespérée d'être là. Elle va même dire, je ne suis plus dans mon pays, j'ai déchiré la photo de mon père, enfin pas la photo, le portrait de mon père, et elle va subir une véritable dépression qui, je crois, va encore davantage l'inciter à défendre la cause des femmes, parce qu'elle se sent un peu perdue à ce moment-là. Elle va repartir grâce à un évêque. Les Cassatt sont protestants, et c'est un évêque catholique de Pittsburgh qui la voit dans un état un peu désespéré au bout de 6 mois où elle est là en train de se morfondre sans pouvoir même prendre un pinceau, sans même pouvoir intervenir. Et il va trouver il va avoir une bonne idée, il a envie qu'elle aille reproduire les peintures, les fresques de l'église de Parme. Et donc elle va avoir l'autorisation enfin de son père et de sa mère de partir pour l'Italie, qui va être pour elle une sorte de résurrection en 1871. Et donc elle va passer un moment en Italie, elle va rencontrer d'ailleurs, alors on pourrait peut-être faire un petit coup de photo, parce que je pense qu'il doit y avoir après la peinture où elle va encore une fois de plus être exposée. Non, c'est trop vite, ce serait bien que ce soit avant. Je vous laisse parler, je répare. Voilà. Et à Parme, elle va très vite. Alors elle prend des risques formidables, monte sur des escabeaux dans les églises, elle fait peur à tout le monde, parce qu'elle est assez intrépide quand même, on le verra. Et elle va en particulier peindre cette toile admirable de 2 femmes jetant des fleurs pendant le carnaval, et qui va d'ailleurs être encore prise pour être exposée au prochain salon académique, et qui va la rendre un peu célèbre. Et c'est ainsi qu'elle va faire la connaissance de Verdi, qui a écrit Aïda, qui va être produite en Égypte, qu'elle fréquente la bonne société de Parme, et qu'elle va, là, je crois, reprendre vraiment le moral, j'allais dire. Et ça va avoir beaucoup d'importance pour elle, d'ailleurs, on va voir comment, ainsi, elle va, par ricochet, connaître Degas. Mais je crois qu'à ce moment-là, elle devient vraiment féministe. Et elle va aller aussi à Rome, où elle va rencontrer une communauté de femmes qui sont féministes et qui vivent en communauté, ensemble. Elle va peindre quelques mois à Rome, et d'ailleurs raté, on va en parler maintenant, raté, j'allais dire, le premier salon d'impressionniste en 1874. Mais je crois qu'à partir de ce moment-là, elle va vraiment... elle n'aimait pas qu'on l'appelle suffragette, hein, mais elle était quand même très sensible à la cause des femmes et à l'émancipation des femmes. Et voilà, donc... Je te... Non, c'est juste pour une précision. On parle de féminisme, effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer l'originalité de son féminisme? Parce que tu viens de dire qu'elle ne voulait pas être suffragette, c'est bien sûr, hein. Mais en quoi est-elle réellement féministe, alors? Elle va faire une rencontre qui sera déterminante dans sa vie, c'est celle de Louisine Havemeyer. 2 mots sur Louisine Havemeyer. Louisine Havemeyer s'est mariée avec Havemeyer. Elle s'appelait Drons, à peu près Havemeyer, et elle va la rencontrer à Paris, chez une dame qui s'appelle Madame Kaplan, et qui va, avec qui elle va nouer vraiment une amitié très profonde qui va durer toute sa vie.
à la fin va un peu mal tourner, on va en parler. Mais donc Louisine Wammenmeyer est déjà, à 10 ans de moins qu'elle, est déjà très mobilisée sur la cause des femmes. Et cette femme qui n'a pas beaucoup de problèmes de fin de mois, n'est-ce pas, qui est très riche et qui a déjà commencé une collection très importante avec son mari, qui lui a très tôt, avant la France, été sensible au japonisme. Elle va, au fond, en discutant avec elle, je crois, prendre en compte la nécessité que eh bien, les femmes aient en particulier sur l'éducation des enfants, et plus de pouvoir, et en tout cas, dans la maison, ne soient plus astreintes pas aux mêmes obligations, mais aux mêmes contraintes, j'allais dire. Et d'ailleurs, on va retrouver après dans ces toiles cette illustration. Donc voilà, bon, c'est ainsi qu'elle va faire 2 rencontres, celle de Louisine Wammenmeyer, qui va être la première. Alors je continue sur sa relation nouvelle, celle qu'elle va nouer avec Degas, parce qu'il va avoir beaucoup d'importance aussi dans le féminisme, tellement il est misogyne. Elle va, avec Louisine Wammenmeyer, en se promenant, je crois que c'est le beau boulevard Haussmann, découvrir une vitrine, et dans cette vitrine, il y a de magnifiques toiles, je crois, de ballet. Et elle va dire, mais c'est extraordinaire, il s'appelle Degas. Et Louisine, d'ailleurs, plus tard, ce sera la première toile qu'une Américaine achète à Degas, va acheter cette toile. Et parallèlement à ça, je vous disais qu'elle avait été donc faire un voyage aux Pays-Bas, elle va rencontrer un graveur qui s'appelle Tourny. Vous allez voir où je veux en venir. Tourny, et qui va se prendre d'amitié pour elle, ainsi que sa femme, qui lui est un graveur très, très talentueux, très connu, et qui va lui donner le goût de la gravure. C'est comme ça que ça va commencer. Et ce Tourny est un ami de Degas. Et ça, elle n'en sait rien. Et la deuxième rencontre qu'elle va faire, qui va être importante pour elle, qui est l'égard de Degas, elle va être tout à fait par hasard, parce que, alors qu'elle expose une autre toile au salon académique où Degas, qui n'est pas du tout dans ce cercle-là, que Degas visite tout de même assidûment, il va découvrir une toile que Marie Cassatt a peinte, qui s'appelle Le portrait de Mme Cordier, on va le voir, ça doit être après celui-là, et qui dit, oh mais alors là, ça c'est... Il dit à Tourny, qui est avec lui, oh mais ça c'est vraiment quelqu'un qui sent comme moi. C'est... Ah ben non, là on est un peu trop loin, mais enfin, bon. On va le voir tout à l'heure. Je finis mon histoire, qui lui dit, oh mais quand même c'est extraordinaire, mais il dit c'est une femme, Marie Cassatt. Ah, il dit, ah bon. Mais d'ailleurs je la connais, parce que je l'ai rencontrée à Amsterdam. Ah, il dit, tu la connais, c'est vrai. Et c'est ainsi, elle va faire connaissance avec Louisine Wammenmeyer, qui va avoir une importance considérable dans sa vie. Elle va faire connaissance avec Degas, qui un jour va aller lui rendre visite alors qu'elle est revenue en France et qu'elle habite à Montmartre. Il va venir la voir en lui disant, mais il faut que vous veniez exposer avec nous. Alors c'est après 1874, c'est-à-dire de 1877, mais ça nous permet peut-être de faire la transition maintenant pour parler un peu des impressionnistes. Oui, d'accord. Alors, tout d'abord, une citation que j'ai prise chez toi dans ton livre, de Marie Cassatt, être quelqu'un et non pas quelque chose, marque bien sa manière d'être féministe, je crois. Bien alors, si on en revient à l'impressionnisme, Marie Cassatt est classée parmi les peintres impressionnistes, on le sait maintenant. Peux-tu dire pourquoi ? Marie Cassatt est attirée par cette nouvelle vague, j'allais dire, mais elle n'est pas en 1874, elle n'est pas, pour la bonne raison qu'elle est à Rome à ce moment-là, elle n'est pas au salon impressionniste. Et elle n'a pas encore rencontré Degas, mais elle va donc le rencontrer et de plus en plus être
être convaincue que c'est sa voix. Elle dit, je cite de mémoire, c'est pas tout à fait sûrement précis, mais elle dit j'ai rencontré Degas, les impressionnistes, je commençais à vivre. Donc c'est pour elle quelque chose de total, de fondamental, quoi. Ça, c'est pour vous montrer quand même qu'il est Degas à l'époque. C'est pas par... Et ça, c'est la silhouette de Marie Cassatt peinte par Edgar Degas au Louvre. Car elle l'a jamais avoué. Mais c'est ça, son amie Louisiana Meyer qui a dit, mais au fond, tu étais aussi le modèle de Degas. Mais non, je n'étais pas le modèle. Sauf qu'elle a été aussi un peu modèle de Degas, et qu'il a fait d'ailleurs ces magnifiques gravures et cette silhouette de Marie Cassatt au Louvre. C'est la même chose pour ce tableau, maintenant très célèbre, puisque c'est, dis donc, ceux qui l'ont avancé étaient des connaisseurs de Marie Cassatt et de la peinture de Degas. Elle a peint cette toile sur les conseils de Degas, qui en particulier lui auraient suggéré comment peindre la moquette. Voilà. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on se demande si c'est pas une toile de Balthus avec cette petite fille un peu insolente, qui est maintenant évidemment, je crois que c'est au musée de Houmet que j'ai vu, et qui est événement extraordinaire. Degas toujours, ils vont ensemble à l'opéra. Alors là, je quitte la question quand même beaucoup de loin, donc je peux continuer. Marie Cassatt aime l'opéra. Elle aime Degas aussi, mais leurs relations, alors pour en parler un peu, sont des relations probablement très proches et très affectueuses, mais ils ont brûlé chacun leurs lettres pour qu'on ne sache pas très bien ce qu'ils se sont dit, mais je pense que Degas n'a jamais vécu avec une femme et Marie Cassatt n'a jamais vécu avec un homme. Donc, mais cela étant dit, ils étaient très proches l'un de l'autre, et quand ils allaient à l'opéra ensemble, Marie Cassatt avait plutôt tendance à peindre Lydia, sa sœur, au balcon, et lui, Degas, plutôt tendance à aller dans les coulisses ou après dans des maisons pas très bien famées pour peindre les ballerines. Et c'était, en dit-on, là qu'ils se séparaient parce qu'ils allaient très rarement boire une camomille chez lui, mais de temps en temps quand même, parce que Marie Cassatt, ce qui l'intéressait surtout, c'était plutôt de regarder les balcons et sa sœur et peindre ce genre de toile. On peut... J'ai là la photo de Camille Pissarro, je souhaitais la projeter parce que Pissarro, d'abord, ça nous intéresse particulièrement, parce que Pissarro a habité à un moment donné à Éragny-sur-Lot. Il faudra bien l'intégrer, à mon avis, dans le circuit. Car il a eu beaucoup d'importance, on va le voir après, presque autant qu'à mon avis que Degas, sur la démarche de Marie Cassatt à partir du japonisme et des gravures en particulier. Je fais une incidence, mais Degas avait promis de faire un journal qui était un journal dédié à la gravure. Et puis ça ne s'est jamais fait. D'ailleurs, ils avaient beaucoup travaillé déjà avec Pissarro pour essayer de construire ce journal. Et ça ne s'est pas fait, mais ils sont l'un et l'autre restés très, très avides de pouvoir graver sur le cuivre ou sur la pierre même. Et ils ont une relation, on va en reparler, très, très, très importante, d'autant plus qu'à un moment donné, ils n'ont pas habité très loin les uns des autres, sauf que c'était 20 km, il fallait quand même les parcourir à l'époque. Elle n'avait pas encore sa Renault qu'elle a achetée quelques années plus tard. Alors là, on va faire peut-être une pause et peut-être que tu vas me... Oui, parce qu'il y a une influence dont on n'a pas encore parlé, je crois, c'est
l'influence du spiritisme sur son existence. Et est-ce que sa peinture elle-même a été finalement influencée par le spiritisme? Marie Cassatt va perdre sa sœur Lydia en 1882, je crois. En 1882. Et Manet va mourir 6 mois après, en 1883. Ça va représenter pour elle une véritable déchirure, car Lydia, c'est son modèle préféré. Lydia est de surcroît très, très concernée par la mode. Elle taille des modèles et au fond, elle voue une admiration, une affection profonde pour sa sœur. À ce moment-là, elle est atteinte d'une maladie rénale et ils n'arriveront pas à la sauver. Elle va disparaître en 1882. Après Manet, je dis ça parce qu'elle était très attachée aussi à Manet. Et elle va... car c'est un mauvais caractère, Marie Cassatt, mais c'est un caractère, mais c'est aussi une sensibilité. Et elle a frisé plusieurs fois une véritable dépression, à mon avis. Et à un moment donné, et ce sera la même chose à la mort de sa mère, quelques années après, elle va se poser des questions métaphysiques, elle va être très angoissée, et puis elle va devenir amie avec Huysmans aussi. Huysmans qui a été mis à la mode par Houellebecq, et qui est dans cette mouvance d'ésotérisme. Et puis et avec Mallarmé, ça va être le mouvement symboliste. Et je pense qu'ici, n'est-ce pas, on a fait tourner les tables. Ça n'a pas peut-être duré très longtemps, je ne vais pas creuser la question, mais je pense qu'à un moment donné, Marie Cassatt a été quelqu'un qui a tenté de libérer ses angoisses avec ses amis, et notamment avec des amies américaines qui vont arriver ici dans les années 1900, influencées par Huysmans, mais où tu as raison aussi, par l'évolution dont il faut un petit peu parler, des philosophies, si je peux dire. Certains philosophes. De certains philosophes. Bergson en particulier. Oui, Bergson. Et donc, à un moment donné, ce qui inspire, évidemment, c'est le réalisme de Zola. Zola va défendre les impressionnistes, mais c'est une démarche réaliste. C'est pas la même peinture que celle qui va être influencée après par ceux qu'on va appeler les symbolistes, et une troisième rencontre, j'allais dire, importante, va être connue par Marie Cassatt, c'est celle de Mallarmé. Mallarmé, le prince des poètes, professeur d'anglais, mais qui prend sa retraite, qui est quelqu'un je crois, d'assez extraordinaire, qui apprend à Degas, d'ailleurs, qu'il invite, parce qu'il y a on reçoit. Je crois que ce sont les mardis de Mallarmé, les jeudis de Berthe Morisot et les samedis de Marie Cassatt. Alors, on se reçoit à cette époque, et à cette époque, on parle poésie, on parle peinture, et je pense à ce poème que j'ai retrouvé de Degas qui apprend de Mallarmé comment on fait un poème. Quand ils se rencontrent, mais ils se rencontrent aussi pour parler, j'allais dire, mon cher philosophe, philosophie. Et c'est ainsi que Mallarmé, au fond, critique durement le réalisme de Zola, et qu'on va de plus en plus s'orienter vers ce qu'on appelait effectivement le symbolisme, qui va faire évoluer considérablement les impressionnistes, donner naissance au post-impressionniste peut-être, et disons à une autre approche un peu plus, comment dirais-je, j'allais dire, métaphysique, ou un peu plus, je ne sais pas très bien comment dire, mais un peu plus... Métaphysique, c'est pas mal. Métaphysique, ça te plaît? Spirituel, j'allais dire. Et donc, l'influence va être importante, en particulier sur Marie Cassatt, si bien d'ailleurs qu'en 1886, le dernier salon des impressionnistes va accueillir
les post-impressionnistes, la Grande Jatte, enfin tous ceux qui ont Seurat qui va faire des émules, mais très peu au fond, mais qui va tout de même être une rupture par rapport aux impressionnismes des premiers temps. Et Marie Cassatt, à ce moment-là, va, en définitive, je crois, épouser ce qu'elle a envie de faire depuis longtemps, c'est la gravure. C'est ainsi que, en 1893, alors peut-être qu'avant d'aborder cela, on peut parler quand même de ce qui se passe. Tu devais avoir une question sur Chicago, sur le... Oui, j'ai encore quelques questions. C'est pas moi qui me les souffle, mais quand même, je voudrais bien en parler. Oui, on va venir à l'Oise, mais auparavant, si je veux bien, on va faire un détour par les États-Unis, c'est plus direct. Donc, je voudrais savoir si Marie Cassatt a eu une influence, et laquelle, sur le développement de la peinture aux États-Unis. C'est Chicago, tu vois. Ça, c'est... J'espère que je n'aurais pas oublié si j'avais été tout seul, quand même. Parce que ce qui est dans l'histoire de la peinture, l'influence de Marie Cassatt aux États-Unis est absolument considérable et totalement méconnue. Pourquoi? Parce que faut parler un peu de Paul Duranvel. Ça te fera plaisir. Marie Cassatt, donc depuis 1880, comme les autres impressionnistes, même s'il en a moins besoin, au fond, bénéficie de l'attention, j'allais dire de la passion de Paul Duranvel. Paul Duranvel, c'est un personnage extraordinaire. C'est lui qui va, au fond, inventer le marché de l'art, qui va faire vivre, souvent assez mal, les impressionnistes dès cette époque, car il leur fait des avances. Lui et le père Tanguy, parce que je veux toujours parler du père Tanguy, parce que je trouve ça tellement extraordinaire, ce bonhomme qui vend des tubes de peinture dans la rue des Martyrs, là, dans une rue à Saint-Antoine, et qui expose les toiles de Van Gogh, de Renoir, pour qu'on les achète à des prix modiques, très modiques. Mais donc il va les aider aussi, mais Duranvel, ça va être autre chose. Il va se passionner pour eux et va tenter de les faire vivre et leur donner un peu de subside, alors qu'ils sont vraiment souvent dans des situations terriblement difficiles, quoi. D'ailleurs, j'ai publié des lettres de gars qui disent « Ah, mais donnez-moi un peu de sous, hein, il faut des sous en ce moment. » Enfin, c'est pathétique. Et à un moment donné, Paul Duranvel, qui a fait beaucoup, évidemment, au fond, le mécène, il va se trouver dans une situation très difficile parce que sa banque va faire faillite. Et il va être lui aussi au bord de la faillite. Et il consulte ses amis. D'ailleurs, les impressionnistes s'en aperçoivent parce que les tubes de peinture qu'il paye chez Tanguy, il ne les paie plus. Et Marie Cassatt, pas seulement Marie Cassatt, parce qu'il a subi d'autres influences qu'elle, mais vont le décider, vont lui dire « Mais écoutez, il faut aller aux États-Unis. Il faut aller vendre les toiles des impressionnistes aux États-Unis. » Et Paul Duranvel, qui est quelqu'un qui est au fond un traditionnaliste, il a pourtant dans son comportement, il est un peu intégriste à certains égards, monarchiste. Bon bref, c'est pas un défaut, mais ça va mal souvent avec quand même des grandes ouvertures et des révolutions picturales. Ben lui, il est dans la révolution picturale. Et il va prendre 500 toiles avec son fils, ils vont prendre le bateau. C'est en 1886, ils vont partir avec 500 toiles pour aller les exposer à New York. Et on peut dire que c'était le départ d'un marché impressionniste.
Ça n'a pas été fulgurant, mais la presse a été excellente, enfin, je ne vais pas vous lire des extraits, mais excellente, et tout à coup, alors que Monet disait « mais on ne va pas envoyer nos toiles chez ces sauvages, ce n'est pas vraiment aimable », mais il va commencer à percer le marché américain, et ça va être une formidable bouffée d'oxygène. C'est surtout Monet qui va en profiter, mais aussi Pissarro, mais aussi même, je crois bien, Sisley, enfin bref. Et il va revenir en leur donnant beaucoup d'espoir, quand même. Et d'ailleurs, qui vont se concrétiser, cet espoir va se concrétiser, parce qu'il va faire des expositions à Boston, donc le marché américain va s'ouvrir, et évidemment, Ave Meyer, le mari de Louisine, mais aussi Vanderbilt, Carnegie, Morgan, tous ces milliardaires américains qui ont fait des fortunes colossales, ne serait-ce que comme Alexander Cassatt, le frère de Marie Cassatt, qui, ça ne nuit pas à épouser quand même la nièce du président des États-Unis. Mais tous ces gens vont acheter les impressionnistes. Ils vont les acheter parce qu'ils trouvent ça sans doute excellent, mais aussi parce que ça devient une mode, et puis qu'ils ont besoin, c'est l'époque terrible où la loi antitrust, on les appelle les robber barons, les barons voleurs quand même. Ils ont érigé des telles fortunes. Vanderbilt, il s'est construit une maison de 250 pièces, hein, et il a par exemple construit un pont en Pennsylvanie pour que les chemins de fer puissent passer et gagner la côte sud, qui est tellement audacieux que personne ne veut y passer, et c'est pour vous donner l'état d'esprit quand même incroyable. Il est pour convaincre, n'est-ce pas, les marchands de locomotives, il fait passer un régiment d'éléphants sur le pont pour les convaincre qu'ils peuvent y aller avec les trains. Alors, c'est vous dire, mais ils font des fortunes considérables, ils se regroupent avec Rockefeller, aussi avec Fricks, et à ce moment-là, ils sont évidemment, malheureusement, ils sont mis souvent accusés, mis dans les tribunaux, condamnés, les lois antitrust deviennent féroces, et les impressionnistes, c'est pas une manière de les éviter, mais au fond, donnent un petit divertissement, une autre image. Cela étant, c'est aussi un peu méchant de dire ça, parce qu'ils vont continuer. Je pense par exemple à la fille de Fricks, qui est une amie de Marie Cassatt et de Louisine Ave Meyer, et qui va continuer à acheter les toiles, à devenir un véritable mécène et à promouvoir toute la peinture impressionniste. Mais donc, merci de la question. Parce que si on ignore cette importance de Marie Cassatt j'allais dire, dans la promotion des impressionnistes, dans le fait qu'ils puissent maintenant être connus et appréciés sur un plan international, elle n'y est pas pour rien. Alors, que dire encore, si ce n'est qu'elle va revenir aux États-Unis de temps en temps, car son pays reste les États-Unis, même si elle adore la France, évidemment, mais elle va revenir aux États-Unis, elle va se faire des nouveaux amis qui vont venir ici. Je pense à Théodate Pope, je pense aussi à Paul Gertruson, on va en parler après, mais à celle qui, le nom m'échappe, je vais regarder dans mes notes, mais ça va me revenir. Mais elle se fait des nouvelles amies qui vont venir ici d'ailleurs, et qui vont, au moment de l'exposition universelle de 1900, visiter l'exposition et rendre visite, comme le frère Alexander de temps en temps, à Marie Cassatt, au Ménil-Thérébus. Il faudrait que je dise quand même quelques mots de Clemenceau. Vas-y. Non, tu peux. Bon, alors, une question. Peux-tu dire quelques mots de Clemenceau? Je parlais de Clemenceau au début, parce que c'est vrai que je trouvais que ces lieux où elle a vécu sont quand même assez émouvants. Mais Clemenceau a été un ami de Marie Cassatt. Il l'a
il était maire et député de Montmartre en 1900, tout de suite 1871, tout de suite après la Commune. Et c'est manifestement là qu'il l'a rencontré. Mais il faut dire une chose, c'est que Clemenceau aimait beaucoup les États-Unis parce qu'il s'était marié avec une Américaine lorsqu'il avait fait, au début de sa carrière, il avait 25-30 ans, il avait fait un long séjour aux États-Unis et il trouvait que c'était un pays de liberté incroyable, que la presse pouvait tout dire et n'importe quoi, enfin il dit presque comme ça. Et pour lui, c'était vraiment un modèle à ce moment-là. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait que leur relation est devenue très, très proche et qui se sont rencontrés à Montmartre, puisqu'elle habitait du Truden avant d'habiter ici. Et j'ai trouvé dans des archives et dans le courrier du frère d'Alexandre, le frère de Marie Cassatt, une preuve qui se voyait souvent, parce que c'est pas d'ailleurs une lettre du frère, c'est une lettre du père au frère de Marie Cassatt, qui dit « Oh, elle perd son temps. Ce matin, elle prenait le petit déjeuner avec un certain Clemenceau. » Donc ils sont très proches, ils ont des divergences évidemment sur le plan philosophique, sur le plan politique, parce que Clemenceau, qui est un laïc républicain, évidemment ne partage pas les opinions de Marie Cassatt, qui a été élevée aux États-Unis, plutôt dans des enseignements privés. Elle ne comprend pas, par exemple, que l'école laïque obligatoire, qu'on ne puisse pas tolérer ou accepter facilement les écoles privées. Mais ils vont avoir vraiment une relation extrêmement forte. Je n'ai pas trouvé, et là je fais appel à vous, si on pouvait avoir une preuve de son séjour, de ses séjours ici, mais en tout cas je n'en ai pas. On dit beaucoup qu'il est venu au Ménil-Térébus, cela dit, je n'ai jamais rien trouvé qui puisse me le prouver. Donc voilà. Mais, et de surcroît, Clemenceau est si proche d'elle qu'il admire Marie Cassatt, qu'il va être un des éléments décisifs pour lui décrocher la Légion d'honneur, dont elle va être décorée en 1908, et qui va même, alors ça je l'ai su par quelqu'un qui de la famille Clemenceau, et qui va même lui permettre d'avoir de l'essence pour descendre en 1914 à Cannes, à Grasse, là où elle va séjourner pendant la guerre. Ils sont très proches, et d'ailleurs, je vais vous lire cette fois, parce que faut que je mette mes lunettes, tout ça, c'est compliqué. Mais d'ailleurs, il va dire, j'ai trouvé ça dans sa maison, il va dire, le nom d'Édouard Manet avait déjà retenti, d'autres noms qui sont devenus grands allaient suivre. Un beau bataillon d'art qui sera l'honneur de notre pays. Et il cite Boudin, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Degas, Jonking, Caillebotte, Cézanne, Berthe Morisot et Miss Cassatt. Donc, déjà, lui, en 1880-85, il a déjà compris. Alors, son ami Monet, naturellement, qui est aussi l'ami de Marie Cassatt, on pourra y revenir. Pour l'Amérique, donc voilà, c'est décisif, le comportement de Marie Cassatt. Et décisif parce que aussi elle est très liée à Louisine Lavey-Meyer et qu'elle va partager, alors c'est pour le coup à Chicago, mais peut-être que c'est une explication là-dessus. Non. Parce que quand elle va venir dans l'Ouest, mais il faut quand même que je fasse attention là, parce que sur le reste, j'ai une question. Comment? Sur le reste, j'ai une question. Oui, On reviendra peut-être à Chicago après. Alors, ça va aller en même temps, peut-être. D'accord. Donc, quels ont été les rapports de Marie Cassatt avec l'Oise, où elle a vécu et où elle a travaillé, et quelle était sa vie au château de Ménil-Térébus? Eh ben,
j'en reviens à Chicago. Parce que si elle est venue dans l'Oise, c'est à cause de Chicago. Pourquoi? Parce que une femme qui s'appelle Pop, qui est la femme d'un grand milliardaire des États-Unis d'Amérique, et une autre qui s'appelle Miss Hallowell, vont venir trouver Marie Cassatt en 1800, je crois que c'est 92, pour lui demander de faire un triptyque qui sera exposé à l'exposition en l'honneur des femmes qu'elle organise à Chicago. C'est un événement considérable et deux peintres américaines, françaises, américaines sont sollicitées, Marie Cassatt et une autre qui est dans la colonie des peintres de Monet, s'appelle McMonnies. Et ces deux, donc elles ont une sorte de cahier des charges. Et Marie Cassatt ne sait pas où elle peut faire ce triptyque qui va faire plus de 10, je ne sais plus exactement, c'est une trait de 15 mètres de long, sur 2 ou 3 mètres de haut. Et donc, elle cherche, elle est souvent à Véteuil, parce que Monet, enfin, beaucoup des peintres sont pas très loin d'ici. Elle va venir dans l'Oise et elle va trouver un château qui peut l'accueillir, c'est Bachivillers. Et Bachivillers, elle va y travailler pendant presque 1 an. Et composer ce triptyque. D'ailleurs, on pourrait peut-être continuer un petit peu, parce qu'on verrait le triptyque, ça c'est une Marie Cassatt qu'elle détestait, peinte par son ami Degas, où il la transforme en cartomancienne. Ça, c'est Lydia faisant du crochet, ça c'est peint, on en parlait à Marly-le-Roi. Ça, c'est magnifique, ça c'est au musée d'Orsay. Madame C, qui est aussi Lydia, en automne, magnifique. Et ça, ce sont les enfants sur la plage. Alors ça va commencer de plus en plus, je vais dire de mieux en mieux, les peintures sur les... Ça, c'est encore Lydia à Marly-le-Roi. Alors ça, c'est... on voit bien là qu'il y a encore une note. J'avais pris cette photo sur cette peinture pour mon livre, parce que ça, c'est une petite paysanne, et on est encore dans pourtant, c'est 86, mais dans une certaine veine réaliste. Alors voilà, donc commencent toutes les séries des mères à l'enfant, et qui vont être alors vraiment, j'allais dire, ce thème récurrent chez elles, dont on va parler un peu, mais on n'a toujours pas, malheureusement, le triptyque. C'est dommage, ça, il y a un petit problème. Là, j'aurais dû vous parler plus tôt des mères à l'enfant, on va y revenir. Une question, si tu veux. Mais on va finir quand même sur Bachivillers et sur l'Oise, puis on reviendra un peu là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup de... C'était étonnant, parce que j'avais d'habitude plutôt le triptyque. Ah bah oui, c'est parce que voilà. Pourquoi, ça je vous dirai pourquoi, mais avançons un peu. Voilà Durand-Ruel, personnage étonnant. Voilà le portrait de Clémenceau qui va être acheté par les abbés Meyer. Et voilà Louisine Abbé Meyer que la maréchaussée va mettre en prison parce qu'elle défile, la pauvre milliardaire défile à la tête des femmes et va se faire mettre en prison, pas très longtemps, mais quand même, assez aimablement entourée, quand même en prison, parce qu'elle a, je crois, participé à ce qu'on considère comme des injures pour le président. Et alors je ne comprends pas pourquoi ce triptyque ne vient pas, parce que ça va tout de même beaucoup nous handicaper. Voilà. Alors voilà ce triptyque qui est pour le moment la partie centrale, là, qui a été, mais c'est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Il a été donc construit et dessiné à Bachivillers, dans le château de Bachivillers. Et
pour répondre de manière un peu éloignée à la question, elle va adorer l'Oise. Elle va trouver que c'est un pays qui lui plaît, une contrée qui lui rappelle Harwich, sa maison presque natale, où elle a été très heureuse avec ses roses, avec son frère qui est monté à cheval. Et elle va, après avoir fait ce triptyque, après l'avoir composé, après l'avoir envoyé sans répondre en rien au cahier des charges que l'on lui avait soumis, n'est-ce pas? Si bien qu'il va y avoir des mots un peu à travers l'Atlantique, un peu rudes, mais il va quand même être exposé, et en tout cas il va avoir un mérite, c'est que Marie Cassatt va venir en 1893 acheter le château de Beaufresne et s'installe dans l'Oise. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, et on le retrouve après dans le triptyque, où vous avez vu, on va pas recommencer, et dans les autres toiles, ce sont toujours des femmes qui cueillent des fruits et qui les donnent à d'autres femmes. Il n'y a jamais d'homme. Et ça, je crois que, et ça c'est Abraham qui le dit, mais je ne l'ai jamais vu sur la plume de Marie Cassatt, mais elle pense au fond qu'il faut que l'éducation change. Et je crois pouvoir dire qu'elle pense qu'il ne faut plus que ce soit du tout les vertus défendues par les hommes qui puissent élever les enfants, mais plutôt celles des femmes. En tout cas, elle pense que l'éducation, ça doit d'abord être la mère plutôt que peut-être le père. Et j'ai lu ça, c'est assez bien écrit d'abord et puis assez réfléchi, mais en tout cas ça pose des questions par rapport à Marie Cassatt et par rapport à son état d'esprit. Alors on peut encore une fois faire de la psychanalyse à bon marché, son père, ses difficultés de relation, ses ruptures, mais il est vrai que ces maternités magnifiques ne sont pas vraiment joyeuses et qu'elle pose en elle-même des problèmes par rapport à l'état d'esprit de Marie Cassatt, par rapport à la maternité. Et peut-être même par rapport au mariage. Ça, je ne veux pas aller trop loin dans les suppositions. Mais en tout cas, quand on regarde des toiles de Marie Cassatt, je crois qu'il faut intégrer aussi cette dimension-là, qui n'est pas superficielle. Et donc c'est à mettre en relation avec son féminisme, en quelque sorte. Mais si je me souviens bien, Marie Cassatt défendait une égalité absolue entre l'homme et la femme. Or, il semble là, d'après ce que tu viens d'expliquer, qu'il y a une sorte de dissymétrie, en fait. Il y a un petit peu de contradiction dans tout ça. Moi, je crois qu'elle défendait une égalité, mais que est-ce un comportement de révolte ou est-ce comment dirais-je, une position subjective? Mais on ressent là quand même une petite agressivité, quoi. Mais d'ailleurs, elle échange, elle dit des choses pas aimables sur la culture germanique. Pourtant, elle a des amis, et en particulier les personnes qui travaillent ici, qui sont allemandes ou suisses, mais elle dit, en Allemagne, c'est la politique du mal. C'est incroyable. Pas du mal, mais du mal. Et donc, il y a sans doute une agressivité quand même dans tout ça. Parce que c'est trop constant, quoi. Et ça fait partie de... Elle n'aimait pas qu'on dise qu'elle est suffragette, sauf quand même qu'elle avait une position beaucoup plus avancée. Sauf qu'à cette époque, au XIXe siècle, les luttes des femmes ont été considérables. Aux États-Unis d'abord, les femmes ont voté en 1919. Chez nous, c'était quand même en 1945. Non, donc, bon, voilà. Mais moi, je ne veux pas en dire plus sur ce que... parce que je ne prends pas le droit et parce que je ne le sais pas, mais je m'interroge sur sa position précise. Voilà, alors, l'Oise, on va peut-être pas aller, je ne sais pas, oui. Oui, on peut continuer à parler de l'Oise. Marie Cassatt a donc vécu de façon plus ou moins proche
les grèves des boutonniers de Méru, 1909. Quelle a été son attitude vis-à-vis de ce conflit? Marie Cassatt n'était pas engagée politiquement. Elle était... avant de parler des grèves de Méru de 1909, on peut imaginer aussi sa conception de l'art, de la peinture et du marché de l'art, par exemple. Elle était généreuse. Ici, au Ménil-Terribus, monsieur le maire, il sait bien ça, eh bien, il n'y avait pas d'instituteur, elle payait l'instituteur. Elle avait proposé parce que le moulin là à côté, dans lequel elle gravait ses estampes, générait de l'électricité. Elle avait proposé au village d'y installer l'électricité. Ils n'ont pas voulu à l'époque, mais enfin c'était quelqu'un de généreux, même si elle avait une sorte de comportement aristocratique et pas très commode, pas très facile. Elle avait beaucoup de générosité. Et pour la peinture, pourquoi? Et ça, je le lis dans un passage que je vous lirai tout à l'heure. Parce que, comme le disait son ami Bernani, elle voulait la gravure, pourquoi? Parce qu'elle disait, des gravures, on les tire à un certain nombre d'exemplaires et on peut les mettre dans tout le monde peut peut-être s'acheter une gravure. L'art c'était les multiples que Dubuffet a voulu promouvoir bien longtemps après. Mais elle voulait que l'art soit à la disposition de tout le monde. Et donc, elle s'est, par amour de la gravure, mais elle s'est, au fond, astreint aussi, d'une certaine manière, à promouvoir des œuvres qui pouvaient être un peu à la disposition de tout le monde. Et en ce qui concerne les grèves, où elle a pris position, en le disant, mais je ne vais pas vous raconter les grèves de Muret, parce qu'on a du temps, sur une autre conférence, mais c'est vrai que c'est un tournant important, parce que ça a duré 3 mois, que il y avait, je crois, 250 entreprises qui travaillaient la nappe, qui fabriquaient les boutons, et souvent dans des conditions extrêmement difficiles, parce que la silicose, la poussière des boutons entraînait de la silicose, les ouvriers étaient malades, et les précautions n'étaient pas suffisantes, etc. Bon, donc il y a eu des conflits très durs à ce moment-là, qui ont d'ailleurs fait évoluer d'une certaine manière les choses, mais c'était historique, ces grèves, comme celle de la Poste à la même époque. Et donc elle a pris fait et cause pour les grévistes, parce que c'était une générosité, elle n'avait pas idéologiquement envie d'adhérer à la CGT, hein. mais elle a vraiment pris position parce qu'elle trouvait que c'était injuste, quoi. Et je pense que c'est ça qui l'a caractérisée dans sa vie de tous les jours et la manière dont elle essayait de vivre des relations conviviales aussi avec son environnement. J'ai rencontré plusieurs personnes dont l'une, le mari que j'ai bien connu, a été un modèle de Marie Cassatt, et qui y venait avec d'autres tous les jeudis après-midi prendre le chocolat au château de Beaufresne. Donc elle était, sous son caractère abrupt, conviviale et généreuse. Est-ce que la jeune fille qui est sur le livre là n'est pas justement un modèle d'ici? C'est pas elle? On va en venir au modèle. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour de... Ça ne vous échappe pas, cette image est celle de Marie Cassatt avec Madame Durand-Ruel, en face du château, et je crois bien que la photo que vous avez de l'autre côté a dû être prise le même jour où Au bord de l'étang. Au bord de l'étang, c'est ça. Donc voilà le petit chef-d'œuvre aussi quand même, qui un jour va être sûrement reconstitué, car c'est là qu'elle a, j'en reviens à son modèle, mais c'est là qu'elle a, avec Pissarro,
et le docteur Gachet. Vous savez que le docteur Gachet, il était graveur aussi. Et ça, je vous le dis, mais je n'en ai pas la preuve. Mais j'ai lu pas mal de fois, ce serait lui qui aurait donné l'idée et peut-être même contribué à ce qu'ils acquièrent la presse qui va être installée au moulin à verre et qui va, évidemment, sur lesquels elle va produire des chefs-d'œuvre de gravure et d'aquatinte. Donc ce petit moulin est historiquement important parce qu'elle va là produire une des plus belles de ses œuvres. Personnellement, alors ça, c'est une femme à l'éventail qui n'est pas une gravure, mais c'est plutôt un pastel. Mais après, alors ça, c'est également encore parce que c'est les éventails qui a été... Alors c'est aussi pour la région, parce que Honneville et Méru fabriquent beaucoup d'éventails à l'époque. Et donc chacun, Lydia utilise l'éventail quand elle va à l'opéra, et Mallarmé d'ailleurs compose des phrases ou des poèmes qu'on écrit, qu'on imprime sur les éventails. J'ai une question subsidiaire, si tu veux. Puisqu'on parle d'éventail, est-ce que Marie Cassatt a participé à cet engouement de l'époque pour l'éventail? Elle a participé, je le disais tout à l'heure, Mallarmé était vraiment quelqu'un qui payait, demandait qu'on peigne sur les éventails, et elle a participé dans la mesure où elle-même l'utilisait et où elle était dans la mode, comme sa sœur Lydia, qui elle était encore davantage attachée à cette pratique de l'éventail, mais aussi en général à la mode, au chapeau. Alors on aurait pu parler aussi des chapeaux, hein, la modéliste. Mais c'est vrai qu'elle était attachée à cette... D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a, au musée de la Nacre, il y a des conférences sur les éventails qui sont extrêmement intéressantes. Donc nous arrivons là aux aquatintes et aux différentes gravures. Évidemment, tout ça, en 1890, c'est la fameuse exposition du Kiyo, c'est la fameuse exposition japonaise de Bing qui va faire déplacer tout Paris et où d'ailleurs Marie Cassatt va se rendre avec Berthe Morisot. J'ai eu des lettres, elle invite également Mallarmé à venir voir cette exposition des estampes japonaises qui sont achetées par tous les gens qui n'ont plus les moyens de les acheter et qui couvrent les murs de Giverny, mais aussi de Gaufresne, car Marie Cassatt achète beaucoup d'estampes japonaises. Elle va être totalement séduite par cette exposition, et c'est à partir de là qu'elle va commencer, 1891, à accroître son travail qui va durer 12 heures par jour. Elle travaille dans ce petit moulin 12 heures par jour. Elle fait crier le cuivre, elle a une possibilité d'utiliser la technique de l'aquatinte qui est à mon avis, en tout cas Pissarro le dit quand il écrit à Lucien, à son fils, qu'elle le manie d'une manière extraordinairement comme un virtuose. Donc, ça, c'est une partie absolument magnifique de son œuvre, parce qu'elle a à la fois le trait et à la fois les couleurs tendres. Enfin, moi, je trouve que cette partie de l'œuvre est franchement extraordinaire. Alors ça, on peut s'arrêter 2 minutes, parce que Mère paysanne et enfant, 1894, elle accueille ici, à cette époque, une écrivaine, poète, qui s'appelle Vernon Lee, qui est une amie de, vous savez, les deux peintres impressionnistes, Whistler
Et Sargente, qui est une amie de Sargente, et qui est très à la mode, c'est comme George Sand, on porte le pantalon. Enfin, disons que ce sont des personnalités assez avancées, ou manières de vivre qu'on réprouve souvent. Et Vernon Lee vient au Ménil-Terribus. Et au château, elle passe 8 jours au château, et elle va repartir avec cette estampe que lui donne Marie Cassatt. Je vais vous lire le passage dont elle parle du Ménil-Terribus. Voilà. Je vais même m'asseoir. Alors, il faut que je le retrouve parce que je suis tout à fait, sur ce plan-là, absolument inopérationnel. Alors, elle dit, alors c'est Vernon Lee. Ah oui, pardon. C'est Vernon Lee qui écrit donc à une de ses amies qui s'appelle Kit, qui est une grande amie. Alors, il faut que j'arrive à lire parce que. J'ai aimé immensément le Ménil. C'est monotone, un relief trompeur, pas du tout la belle campagne française. Sans la douceur du village ni de maisons anciennes, c'est encore le charme d'une étendue appartenant au vieux continent, avec assez de terre et assez de ciel, des enfilades de nuages et d'eau, un charme pour moi inhabituel et du bout du monde. Mademoiselle Cassatt est très agréable. Elle veut faire de l'art pas cher, le mettre à la portée des relativement pauvres et projette une série d'estampes en couleur pour laquelle elle veut que j'écrive une petite préface. Elle veut que d'autres artistes fassent des choses similaires. Sargente, dont je vais vous parler. Sargente, par exemple, pensez-vous qu'il voudrait? Elle m'a très généreusement donné une des nouvelles et plus belles estampes mère et enfant, vers sur verre, tout à fait délicieuse. C'est ça le présent qu'on fait à Vernon Lee. Et ce qui est assez curieux, c'est que Vernon Lee va partir, puis elle va être fâchée. Et ils ne vont plus jamais se voir. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Si vous avez là des réponses à me donner, si ça me satisferait bien, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais donc, cette période des estampes est évidemment une période remarquable. Et on peut dire quand même que si les projets qui vont bientôt aboutir se font, ce sera formidable de pouvoir peut-être même reconstituer un atelier comme ça a été fait au musée de l'ANAC. Alors voilà, as-tu d'autres questions? Oui. Parce que moi, je ne vais pas abuser de votre temps quand même. Bon, alors, dernière question, parce que les autres ont déjà répondu, en fait. Voilà. C'est comme tu veux. Bien, alors, avant-dernière question. Marie Cassatt donc, est née en 1844 et décédée en 1926. Et elle a connu les différentes transitions artistiques qui ont lieu depuis environ 1870 jusqu'à après 1920. Et qui ont conduit à l'art qu'on appelle l'art moderne. À la fin de sa vie, comment est-ce qu'elle-même considérait ce qu'était devenu la peinture et puis, disons, les arts plastiques en général? Eh oui. Marie Cassatt, déjà en 1900, il y a l'exposition universelle. Il y a une exposition, on va en parler tout à l'heure. L'exposition universelle, elle reçoit beaucoup de ses amis américains, ses nouveaux amis américains, dont un architecte qui s'appelle Theodore Pop, ici. Et on parle de l'évolution de l'art, effectivement. Et à Allegheny, où elle est née également une personne qui s'appelle Gertrude Stein. Ça vous dit quelque chose, je pense. Et Gertrude Stein habite rue de Fleurus à Paris. Elle est adulée de l'intelligentsia. Elle est en plus extrêmement attentive. Sa poésie et aussi ses relations avec les peintres modernes
font qu'elle fait partie au fond de ceux qui se rendent compte qu'un tournant est en train encore de se prendre. Et il se trouve qu'une amie, Sarah Howell, demande un jour tu vas voir comment je réponds à ta question, à Marie Cassatt, elle lui dit mais quand même, Gertrude Stein, elle est née dans la même vie que vous, quand même, il faut absolument aller la voir. Et elle n'est pas franchement emballée, elle y va quand même, ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que Gertrude Stein est une femme libre, très libre, elle trouve qu'elle la reçoit en déshabillé, ça l'horripile, et surtout probablement, et ça c'est la réponse, elle est l'amie Matisse d'un certain Pablo Ruiz, qui va devenir Pablo Picasso, et elle supporte pas la peinture moderne. Elle est très subjective, très passionnée, et au fond elle sent, parce que je pense qu'elle ne pouvait pas vraiment au fond d'elle-même ne pas apprécier, mais elle sent ce qui va se passer, et qu'au fond elle a vieilli, et qu'elle n'a plus envie d'évoluer dans cette direction-là. Elle dit des choses sur Matisse qui sont excessives et un peu insupportables, sur Gertrude Stein aussi, elle part fâchée avec elle, mais et c'est d'ailleurs dommage parce que Picasso, lui, il aime Marie Cassatt. Donc voilà, pour répondre à ta question, au fond, elle accepte mal la transition qui commence à se présenter, et puis puisqu'on termine là. Alors, il y a quand même, oui, sur l'Oise, il y a quand même des choses quand même à dire importantes. Si vous voulez bien, parce que ça commence à faire un peu de temps tout de même qu'on parle, mais il faut qu'on y vienne quand même, non? Oui, alors on va toujours sur l'Oise, pas seulement d'ailleurs, mais aussi. Alors, dernière question, hein, pourquoi finalement cet engouement pour Marie Cassatt, et en France en particulier, et dans le même sens de cette question, nous sommes ici donc au château de Minuterius que Marie Cassatt a habité. Quel peut être le devenir de ce château? Ça, c'est une question que je vais peut-être passer la parole à monsieur le maire. Mais c'est vrai que Marie Cassatt a un modèle. Alors là, on va le montrer, si c'est possible. Parce que ça, c'est Reine Lefebvre. Quand elle de plus en plus, elle sollicite les personnels, enfin les jeunes filles, les modèles de l'Oise, et elle va découvrir ce modèle qui va devenir un peu son modèle préféré, puisque après elle va lui trouver un travail, elle va se marier, et son mari va devenir maire du Minuterius pendant une vingtaine d'années ensuite. Mais je dis ça parce que elle va évidemment beaucoup privilégier l'Oise et Beaufresne. Et Reine Lefebvre, qui est la grand-mère d'une dame qui s'appelait Madame Boudry, mais aussi d'une dame qui s'appelle la Reine Bergeret, et que j'ai toujours connue à Méru pendant 25 ans, sans savoir d'ailleurs qu'elle était la petite fille du modèle de Marie Cassatt. Ça, c'était assez extraordinaire. Marie Cassatt donc va travailler ici et au fond essayer d'implanter à travers ces toiles les personnalités du coin. Alors il y a une partie de ta question dont je ne me rappelle plus. Alors ça, c'était la réponse à mon avant-dernière question. J'ai deux questions. Ma dernière question, mais c'est pas grave. Ma dernière question, c'était donc pourquoi un tel engouement pour Marie Cassatt et dans l'avenir du château, puisque ça fait partie de cet engouement, je pense, tout à fait justifié d'ailleurs. L'engouement pour Marie Cassatt, moi j'ai été évidemment
moi qui la connaissais peu, comme beaucoup d'entre nous, dans ma tournée, puisque j'étais invité à faire des conférences dans beaucoup d'endroits. Je pense en particulier à Nantes, où quand je suis arrivé à l'amphithéâtre du musée de l'université permanente, il y avait 450 personnes, quoi. Donc ça veut dire que, comme tu dis, il y a un engouement. Alors, ce qu'on explique mal, c'est pourquoi, alors que déjà Clemenceau dit, elle fait partie, Renoir, Monet, etc., Sisley, Marie Borisot et Marie Cassatt. Comment, si longtemps, au fond, elle a été méconnue, y compris par nous-mêmes. Alors que je pense qu'au même titre que Monet à Giverny ou que Van Gogh à Auvers-sur-Oise, elle a la dimension, elle a l'importance internationale de tous ces peintres. Je ne sais pas. Moi, je m'interroge parce qu'il est vrai qu'il y avait... Elle est américaine. Donc peut-être qu'il y avait une sorte de prévention. Elle avait été très choquée, elle et Pissarro. Pissarro, qui a été très méconnu, était un peu un métèque, mais elle avait été très peinée même, quand lors de l'exposition des peintres et graveurs français en 1890, ils avaient été l'un et l'autre refusés d'exposer parce qu'ils n'étaient pas français. Il n'y avait pas qu'à notre époque où il y avait du rejet. Et donc, je me demande si tout ça n'a pas fait que peu à peu, elle est tombée dans l'oubli. Et qu'il a fallu aller à Houston pour moi, pour aller apprendre quelle personnalité extraordinaire c'était. Je n'ai pas beaucoup d'autres explications, si ce n'est quand même que Normandie Impressionnisme, depuis quelques années, avec son festival, c'est moi qui fais ça, avec son festival, fait beaucoup. Et c'est remarquablement organisé, c'est diversifié dans beaucoup de... moi, j'ai regretté que ça ne puisse pas, d'ailleurs, il y a eu un projet à un moment donné, qu'on puisse l'agrandir à la Picardie. Après tout, on aurait pu dire Picardie impressionnisme aussi, parce que Marie Cassatt, Pissarro, deux gars, il allait au bord de la mer, en règle. Mais je crois que c'est aussi dû au tout le travail de Normandie impressionnisme, et puis à cette vague qui fait que les impressionnistes sont redécouverts, parce qu'ils représentent une modernité, une rupture à un moment donné, et qu'il faut probablement beaucoup de temps. Je ne sais pas si à la Renaissance on a apprécié si vite que ça les changements qui se sont produits, mais en tout cas c'est une explication bien modeste que je donne en réponse à ta question. Voilà, la vie de Marie Cassatt s'est terminée tranquillement, j'allais dire, puisqu'elle a passé la guerre 14-18 à Grasse, qu'elle est revenue, qu'elle a retrouvé ses toiles parce que son voisin les avait cachées, ça c'est extraordinaire, elle a tout retrouvé intact. Et puis de plus en plus, évidemment, il faut que je vous raconte ça pour terminer, c'est un peu triste, mais ça fait partie de sa vie. Elle s'est fâchée avec sa meilleure amie qui était Louisine Havet-Meyer parce que probablement la cataracte, probablement aussi son entourage, ont envoyé des gravures qu'elle pensait inédites et qui en fait avaient déjà été tirées à beaucoup d'exemplaires dans plusieurs États, et que Marie Cassatt était quand même un caractère assez entier, disons, n'a pas voulu l'admettre, et que d'une manière aussi incroyable que ça, j'ai eu la dernière lettre, là, elles ne se sont plus jamais revues. Et Louisine Havet-Meyer, 2 ans après sa mort, est venue ici et a planté le rosier en sa mémoire et en signe de réconciliation. Enfin voilà, je crois qu'on peut conclure en disant que bon courage, monsieur le maire, il ne faut pas laisser cet endroit, il est déjà très bien, hein, mais il faut absolument qu'on prenne la mesure de ce que représente Marie Cassatt pour le Ménil, pour l'Oise, mais aussi pour la Picardie et peut-être aussi sur le plan national.
vous remercier. Je voudrais m'assurer, monsieur Tullier, avez-vous une question encore? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que des conférences dans Marie Cassatt, j'en ai vu plusieurs. Et celle que je viens de vivre est tout à fait originale. Une façon d'aborder la vie de Marie Cassatt très particulière. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme je l'ai ressenti personnellement, mais monsieur Vatpied, c'est un vrai plaisir de vous avoir écouté. Pour répondre à votre question quand même rapidement, quel est l'avenir? L'avenir, je le souhaite plein de roses. Je vais vous faire une confidence quand même. Tout à l'heure, je vous ai dit ce matin était une journée importante, mais je ne vais pas tout vous dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais aller un peu plus loin. J'ai eu la chance ce matin, lors de l'Assemblée Générale des maires de l'Oise, de rencontrer les autorités, à la fois au niveau départemental, qui sont les responsables qui peuvent prendre des décisions, les responsables au niveau régional, et je suis reparti de là-bas avec plein d'espoir, parce qu'on m'a dit, écoutez, c'est tellement important, il faut que vous fassiez une réunion. Et la dernière parole que j'ai entendue, c'est celle de M. Xavier Bertrand, qui est quand même le patron de la région, qui m'a écouté. Alors je peux vous dire, on est 400 ou 450 là-bas, et pour arriver à le coincer, à arriver à lui parler, à lui dire ce qu'on a envie de dire, c'est pas facile. Il m'a écouté, il faut dire qu'il avait faim, et on en a profité pour le nourrir à ce moment-là. Et il m'a écouté, il m'a dit, écoutez, vous m'auriez dit, je veux créer un musée Marie Cassatt, et on va faire venir les gens, je vous aurais dit que c'est pas la peine, laissez tomber, vous rêvez. Mais vous me présentez ça autrement. Vous me dites, c'est le triangle impressionniste que vous voulez créer. C'est-à-dire que vous voulez créer le lien entre Giverny, Auvers-sur-Oise, et entre les deux Marie Cassatt. Donc, ça c'est jouable, c'est un truc qui va marcher. Et il a terminé en me disant, si le département veut bien jouer le jeu, moi je vous promets, je vous suis. Voilà où nous en sommes.